Dimanche 8 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir. Pigo point qui a pas dominé l'actualité a gagné un coup d'appel fédéral dans Washington DC qui baille haïtien au raison sous Donald Trump sous dossier TPS. Nous allons venir avec plus de détails pour un petit moment, mais ça, c'est une bonne nouvelle puisque nous connaissons dossier TPS dans l'actualité il y a quelques semaines. Il juge ça. Et que Haïtien remet en pile qui te prend une décision quand elle était bloquée, une décision que l'administration américaine n'a te prend pour te bloquer, fini avec TPSA depuis le 3 février. Dans coup d'appel, parce que l'administration a contesté décision ça, dans le coup d'appel avec lui. Mais la cour d'appel dit, juge la te gen raison, nous bail raison, nous balle raison, et donc, ti pièce là, a toujours continué fonctionner, elle a toujours été en vigueur pour les Haïtiens, et donc, gouvernement pas capable, et Jean-Levé là prend des Haïtiens pour voyer dans le pays d'Haïti. C'est une bonne nouvelle, mais on paquet médias, des spécialistes qui a suivi la question, qui a posé cette question. Est-ce que c'est pas tout simplement une protection temporaire dans la mesure où nous connaissons le gouvernement américain, déjà il y a des dossiers TPS que le mène devant la Cour suprême et non demande récente que le fait à la Cour suprême, non dossier TPS qui a rapport avec Iran, Venezuela et je crois, l'imandé pour que la Cour suprême déclare que juge inférieur, yo pas nul droit, nul pouvoir pour que yo ap contrecarrer pouvoir président, pouvoir exécutif la gagné aux États-Unis d'Amérique pour que yo capable de couper les TPS Jean yo vle. Dossier TPS ça li au niveau de la Cour suprême. Si toutefois la Cour suprême t'a bail gouvernement raison et donc Haïtien a toujours dans le coin. En tout cas, nous allons venir avec la décision ça pour un petit moment. Dans ça qui a rapport avec la guerre qui a fait dans le Moyen-Orient, gagné en pile actualité puisque Iranien a annoncé que yo choisi, yo nommé les membres de l'Assemblée des experts d'un pays Iran désignés moun qui pral venir remplacer guide suprême Ali Khamenei. OK? Donc yo dit clairement là yo remplacé guide là et moun qui que yo choisi c'est petite et ancien guide là en pile rumeur qui était déjà correct fait croire que israélien avec américain ont tué monsieur dans le cadre attaque bombe y a plagué en Iran mais monsieur li pas mourir effectivement et jodia c'est les mêmes que yo choisi pour venir remplacer guide suprême déjà quand pile inquiétude bon côté on sait de monde qui parlait ouais Iran yo dit ben c'est comme si c'est ancien guide là qui est là parce que monsieur c'est la suite de Khamenei c'est même idéologie au contraire monsieur capable même pire que Khamenei etc. Il y a des gens qui a dit si nous assassinons Khamenei n'a fait tout dégâts dans le pays Iran et puis finalement c'est pour ça eh ben vaut mieux nous pas de faire rien hein? C'est ça m'entendez et qui a dit sur un série de plateau télévision. Du côté américain, comment Donald Trump lui réagit face à l'annonce ça? Donald Trump fait connaître que depuis il pas un nouveau guide qu'il a choisi pas jouer une autorisation, ben il a mourir rapidement, il pas durer longtemps. C'est même position du côté israélien. Israélien fait connaître que et yo même y a tué tout monde que iranien choisi pour venir remplacer et Khamenei dans tête gouvernement pas ça parce que selon ça israélien dit c'est régime ça y a décapité le net pour capable établir selon ça on dit une démocratie dans le Moyen-Orient et notamment en Iran. OK, donc c'est comme ça bah là. Du côté et comment guerre là lui-même li a déroulé dans le moment quand on a parlé là, ben iranien eux continuer à bombarder, eux continuer à tuer et eux pas dit tuer, eux continuer à tirer des missiles sur une série de pays dans la région, par exemple Émirats Arabes Unis annonçait que yo fait l'objet de 17 missiles balistiques et 117 drones dimanche là, il y a 16 missiles qui ont détruit et
Il y a un missile yo fait connaître et qui tombait dans la mer, ça veut dire iranien eux continuer à bombarder une série de pays qui logeaient des bases militaires américaines. Du côté israélien, eh ben, yo même yo continué à bombarder Iran et depuis hier, c'est une série de sites pétroliers et que yo a bombardé, c'est des sites logistique pétrolier, il y a des gens qui disent c'est bail civil que nous avons visé désormais, en tout cas, grand pile dégâts qui a fait au moment côté qu'on a parlé là dans Téhéran, sin garder un ensemble de images justement et qui viennent joindre nous, donc bah là, li extrêmement compliqué. Sous le dossier Iran ça, moi t'attendais ancien ministre Affaires étrangères Bokchit Edmond qui t'a parlé sous radio-télévision Métropole. Hier, monsieur font analyse extrêmement pointue. Dans l'analyse, ça, il fait comprendre raison guerre là et qui côté est ça est capable d'arriver. On va inviter nous tendez un extrait dans l'émission ça ou même on est capable de faire une idée sous besoin de tout au pral sous télévision Métropole pour capable regarder mais dans l'émission ça n'a pas entendu justement yon extrait dans l'intervention Bokchit Edmond. Avant qu'une fois attendez, Bokchit Edmond dans l'intervention ça sur Métropole, on fait on t'y retourner sur décision ça que la Cour d'appel prend qui a rapport avec la question TPS haïtien. Selon ça, la Cour d'appel, yon Cour d'appel dans Washington DC prend comme décision. Un coup d'appel là, il est formé de 3 juges. Il y a 2 juges qui signent une décision ça. Donc, qui rejeté. Et vendredi qui soit passé là, demande que l'administration Trump l'en fait pour capable et recommencer avec des expulsions pendant que on procédure judiciaire et en cours, on procédure judiciaire qui contestait la suppression du statut de protection temporaire TPS pour 350 000 ressortissants haïtiens comme ça. Coup d'appel là, il rejeté demande administration américaine, non? Et qui ça juge yo même yo dit juge yo fait comprendre que si le gouvernement américain supprimé TPS pour haïtiens yo, décision ça l'a gagné de graves conséquences. Donc de conséquences dévastatrices pour plaignants, donc pour haïtiens, notamment il y a un risque de détention et d'expulsion et séparation de leur famille, la perte de leur autorisation de travail, etc., etc. Donc c'est ça et c'est ça. Monsieur Damio yo même yo fait connaître juge yo fait connaître. Il a fait connaître que si Mounza yo expulsé. Alors première conséquence, c'est les conséquences à l'interne. Ça veut dire aux États-Unis d'Amérique. Si le gouvernement finit avec TPS là, ben Mounsa yo risque de prendre en prison, et Aïs risque d'arrêter yo, Kembe yo en prison, expulsé yo, séparé yo avec famille yo, perdre travail yo, etc., etc. Du côté haïtien, ça veut dire et si yo coupé TPS là, il a fait connaître que yo capable expulser en Haïti et rivé dans le pays d'Haïti, yo a très vulnérable à la violence qui y a dans le pays d'Haïti dans un contexte d'effondrement de l'état de droit et de manque d'accès à des soins médicaux essentiels. Coup d'appel là souligné que l'administration Trump là, il était tenté d'avancer fin TPS là en août 2025. Alors que l'administration Biden n'a été prolongée jusqu'au 3 février 2026 et que yo pas contesté une décision judiciaire qui était justement maintenu un TPSA pour raison ça. Donc yo paraît pour qui raison pour yo t'a annulé décision en juge là. Toutefois, le problème demeure. Gouvernement il pas expliqué pour qui ça li te gen incapacité pour le TBT faire actif pièce là dans date que le te souhaité faire là et puis jodia li pensait que là lui-même li ka changer. Est-ce que vous entendez? Donc, juge l'a dit, le gouvernement n'a pas expliqué pourquoi son incapacité à mettre fin au TPS pour Haïti à la date qu'il souhaitait était tolérable pendant plusieurs mois, mais constituerait maintenant un préjudice certain grave et imminent. Donc, il est clair sur la question ça. Si le gouvernement n'est pas capable de mettre fin à TPS là en 2025, il a considéré une situation pas grave pour le peuple américain, pour les États-Unis d'Amérique. Pour qui raison il a considéré qu'il y a, si il n'y a pas de petit pièce là, il a subi, pays États-Unis a subi un préjudice certain grave et imminent. Donc, il est clair sur la question.
Décision coup d'appel là, il signifie que Haïtiens yo, y a bénéficié qui bénéficiait TPS yo, capable de continuer travail et yo capable de rester aux États-Unis d'Amérique et yo protégé contre l'expulsion sauf si gouvernement américain l'État joint une faveur au suprême américain pour que yo ta bal possibilité et couper TPS là. OK? Donc, ça est extrêmement important. Ça nous doit comprendre également, tout ça qu'a fait là sont questions de forme, de procédure, mais sur le fond, le tribunal fédéral, pas aucun tribunal fédéral américain qui a traité le dossier. Donc, il aurait été sur la forme. OK, bataille qui a fait là, c'est que son bataille pour dire gouvernement pas qu'à couper petite pièce là pendant que dossier a devant la justice et la justice pour trancher véritablement sur le fond de l'affaire. OK? Donc, ça, tout ça qu'a fait là sont questions de procédure, etc. Mais sur le fond, et bah, là, pourquoi trancher. OK? Ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre. Administration Tromblon déposé un recours d'urgence jeudi, qui était 26 février 2026, là, devant la plus haute juridiction des États-Unis d'Amérique. Et on a parlé de la Cour suprême. Et côté, il mandé pour que la Cour suprême capable d'autoriser mettre fin à la question TPSA pour les Syriens, mais pour également trancher des questions plus larges concernant pouvoir que président gagne pour le capable de prendre des décisions similaires dans d'autres cas qui ont rapport avec question TPS. Et c'est là, là, on t'y coincé, puisque la Cour suprême des États-Unis d'Amérique te baille mounio, te baille plaignant jusqu'à 5 mars qui sont passés là, jusqu'au 5 mars qui sont passés là, pour que tu es capable de déposer et mémoire, etc., pour même être capable de trancher. Et décision la Cour suprême, dans la gain pour le sortir dans le mois cap vini là. Donc, est-ce que la Cour suprême pral ba gouvernement raison sous plaignant syrien yo? Est-ce que l'ipral ba gouvernement américain raison sous l'autre demande que le fait pour dire que le président gain droit pour le couper petit pièce Jean Lé? Ça, c'est question que un pile monde a posé et c'est là que un paquet de monde a réfléchi parce que si la Cour suprême n'a pas bail gouvernement américain raison sur question ça, ben TPS pour haïtiens ou bien moun qui bénéficie de TPS yo, haïtiens qui bénéficie de TPS yo pral vraiment dans difficulté. Donc voilà, sous question ça. J'ai quand dit à l'heure gain ancien ministre affaires étrangères Bauxite Edmond qui analyser ça qui a passé dans la guerre Iran, États-Unis, Israël là, dans une intervention que le fait, les clairs sur questions ça et monsieur font analyse très pointue sur questions et en invitant attendez Bauxite Edmond entendez qui ça dit sous questions ça mesdames et messieurs tendez son extrait tendez bien pour nous capable comprendre parce que Edmond Bauxite, monsieur font intervention extrêmement intéressante. Ça fait nous comprendre mieux ce qui a passé dans le Moyen-Orient. En allez. Israël fait sous Iran. Est-ce que d'après vous-même, son bagage qui était capable d'éviter? Puisque je vous dis là, il y a un impact notamment sur le commerce mondial, notamment du pétrole. Bon, certainement, je pense qu'il y a eu pas mal d'efforts au préalable pour éviter là, parce que, comme on connaît, il y a eu pas mal d'accords et qui étaient signés entre les États-Unis et l'Iran pour essayer d'observer le programme et que l'Iran a essayé de mettre sous pied la question de bombes atomiques, que la communauté internationale à plusieurs reprises à travers des résolutions des Nations Unies qui étaient toujours empêché ça, et aussi avec l'implication, du moins l'observation constante des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et je pensais qu'à partir de là, et aussi des négociations qui ont eu quand même, qui ont eu lieu préalablement à cette hostilité, et je pensais que tu as une certaine volonté probablement pour éviter ça, mais le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, il a changé de moment à d'autre, et qui aujourd'hui mettait nous en situation côté le Moyen-Orient s'embrase et qui certainement va avoir un impact sur
le commerce mondial, l'économie mondiale. Avant d'arriver sur l'impact sur l'économie, il y a des gens qui pensaient que c'est une erreur stratégique que les États-Unis fait lorsque ils attaquent l'Iran. De façon ça, il y a des gens qui disent est-ce que le pas mesurer les conséquences, puisque riposte beaucoup de Iran, bien régime Mollah, il pas fait le temps, mais tout un paquet d'autres pays qui sont pratiquement alliés aux États-Unis dans zone qui pas suspend bombardé par l'Iran. Bon, par contre, si pas quoi l'Iran est une erreur stratégique, il y a probablement c'est-à-dire façon je te pensé que l'Iran était qu'à et pour réagir les cas sont différents parce que il y a certaines personnes qui croient qu'il y a eu une violation du droit international de la part des États-Unis, mais de la part de l'Iran aussi, ils violaient le droit international parce que leur bombardé des États environnants et qui parlent en conflit avec, qui parlent en guerre avec eux, ou voyer des bombes sous territoire, c'est une violation de leur espace. Oui, mais il fait connaître que c'est pratiquement les bases américaines. C'est la base américaine, mais les bases américaines sont situées sur des territoires des États et de ces États. Bon, pour une petite parenthèse, est-ce que base, et on dit base militaire, il y a un pays qui sont l'autre territoire, est-ce que les autonomes, c'est-à-dire que les appartenu à pays qui mettent base là? Certainement, il y a un accord de siège entre ces deux pays. Normalement, la base militaire américaine qui est soit à Oman ou bien au Qatar ou bien dans la zone Arabie Saoudite, etc. Toutes bases, c'est des bases qui jouissent d'une certaine autonomie qui est gérée par le gouvernement américain. Et c'est-à-dire utiliser le territoire de ces pays, mais un accord qui est son accord de siège qui établit entre eux-mêmes que l'État qui récepteur là, qui bat autorisation pour base à la Calia, il n'y a pas aucun contrôle sur le fonctionnement de cette base militaire. Et certes, en ce qui a trait à l'Iran, j'ai l'impression que l'Iran a attaqué ces bases militaires comme représailles, mais en le faisant, il y a aussi une violation du droit international parce qu'on a attaqué des territoires qui pas dans la guerre avec eux. C'est vraiment quand même une approche. Certes, on peut le comprendre, c'est une approche défensive. Il y a dit défendre tête, mais défendre tête, pas contre l'agresseur, pas contre le monde qui est en bataille avec vous. On défendre tête contre des États neutres. Et avoir une base militaire, certes. Mais si un État accepte l'autre État de mettre une base militaire, est-ce que ça neutre là? Parce que ce sont des alliés pratiquement. Ce sont des alliés, certes, mais il y a aussi un intérêt stratégique pour l'État récepteur. Parce que lui-même, il connaît que, écoutez, non seulement un accord de défense avec les États-Unis, mais qui assure aussi sa protection. Et parce que, pas oublier, l'Iran gagne une certaine velléité de la part de l'Iran pour qu'on contrôle sur la région totale. C'est tout ça qui a joué là-dedans. Et non seulement il y a d'autres aspects géopolitiques qui a joué là-dedans, mais il faut toujours se rappeler que l'Iran a toujours voulu que vous ayez un contrôle de toute la zone. Et c'est pourquoi que toujours on gagne une relation très houleuse entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple. Et je pense que la raison qui fait la communauté internationale, notamment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, de toujours pas voulu empêcher, ou du moins interdire l'Iran d'avoir une arme nucléaire, c'est parce que dans la mesure où l'Iran est arrivé à une arme nucléaire demain, l'Arabie Saoudite va automatiquement enchaîner, il va prendre des dispositions pour avoir une arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on parle d'une course à l'arme nucléaire dans la région, dans la zone Golfe là, qui parle de menace et inquiétante pour la paix et la sécurité internationale. Exactement. On regarde Kounia là, pourquoi attaque la fête, ça va gagner environ une semaine. Une semaine. Est-ce que vous pensez que l'Iran est capable de mener une guerre ça? C'est comme si c'est une guerre d'usure contre les États-Unis. Bon, on dit un contre l'autre. Est-ce que vous estimez que vous êtes préparé parce que nous connaissons une relation États-Unis avec l'Iran depuis des dizaines d'années? Depuis le départ du Shah. Du Shah, exactement. Est-ce que vous pensez que son guerre qui a duré plus que nous n'avons pensé? Bon, probablement, comme n'étant pas un expert militaire, je ne peux pas dire exactement, mais je suis certain que ce n'est pas une guerre qui peut finir demain.
Pour les Iraniens, je pense qu'il faut nous connaître que l'Iran a préparé la guerre ça depuis plus de 40 ans. Parce que je connais ça venir quand même. Et n'oubliez pas que ça qu'a fait là, l'Iran n'a pas seulement les États-Unis à face. Il y a aussi l'Israël. Parce que Israël et l'Iran est une raison qui toujours encouragé et international là, pour empêcher l'Iran. C'est la menace constante de l'Iran sur l'existence de l'État d'Israël, qui toujours déclarait, qui toujours pensait que l'État d'Israël doit être effacé de la carte mondiale et l'Iran a toujours battu ça comme objectif. Et imaginons si l'Iran aujourd'hui qui a une arme nucléaire à la main et il va hésiter à utiliser. Il est capable d'hésiter à utiliser. Est-ce pourquoi que même quand Iran pression iranien sur lui, même quand les États-Unis ont une certaine velléité pour réduire l'attaque, ou du moins pour chercher un accord, un cessez-le-feu, par quoi Israël a porté dans la logique là, immédiatement. Parce que je pense que Israël, dans la mesure où il gagne pression, tout en n'ayant pas totalement détruit la capacité militaire de l'Iran pour constituer une menace sur sa sécurité, parce qu'Israël a toujours continué et fait, et même par ça nous déclaré par des covert operations, des opérations souterraines et à partir des agents de Mossad, etc., sur le terrain, même en Iran, pour continuer de déstabiliser le régime des Mollahs. Et là encore, avec la disparition du guide suprême de l'Iran, et non seulement une bataille interne à l'intérieur de l'Iran pour le contrôle, pour la succession du guide suprême. Alors, maintenant, on a présenté son fils, etc. Et au courant que même le président américain souhaite s'impliquer dans le choix du successeur du guide suprême. Bon, Baronnet, c'est d'abord aussi facile, mais écoutez, c'est parfois... Ça nous a regardé dans la télévision, mais ça n'a pas lu sur le journal, etc. En réalité, ça nous pas tant de nous pas connaître les discussions secrètes quand on l'autre réalité. Un peu mon capacité de son blague, mais au cas où il y a, parce qu'on connaît qu'il y a un arrangement qui a gagné. Parce que c'est une question de, écoutez, ou l'on période, ou l'on guerre avec un pays qui a une force qui est loin supérieure à la force pour là, et qui continue à pilonner tous les jours, et maintenant, plus de 60-70% de l'espace aérien iranien sous contrôle. C'est-à-dire c'est États-Unis et Israël qui contrôlent. Et majorité capacité batterie anti-missiles, batterie anti-aérienne que nous avons détruit. C'est-à-dire, juste combien de jours encore que l'Iran a Kembe, ou du moins résister à cet assaut. Est-ce que nous pas avancer une hypothèse, M. Edmond, que l'Iran éventuellement gagne des armes atomiques? Parce que Kembe tête à Israël et États-Unis, alors qu'on connaît qu'ils gagnent déjà et que pas de monde qu'on gagne, est-ce que dans le pire des scénarios, nous avons l'Iran, après il finit d'utiliser toutes les armes conventionnelles qu'il gagne et puis il dit bon, on a ça. Il a sur Israël, gens qu'il a toujours souhaité, par exemple. Bon, ouais. Mais je pense que la communauté internationale, notamment les États-Unis, aussi et Israël, services secrets, services intelligentieux, ils prennent ça très au sérieux. Je pense que si on a des armes déjà nucléaires, il y a connaître. OK. Est-ce que allié lui pas d'accord fournir de façon discrète tout ça? Et là encore, de façon discrète, il y a besoin quand même, parce que pas oublier, et gagnons élément important dans la bataille qui sera faite là, c'est la bataille de l'intelligence. Les États-Unis et l'Israël, les États-Unis à travers la CIA, l'Israël à travers le Mossad, ils ont des agents sur le terrain en Irak. Ils ont des informations de première main et parfois ils ont des personnages, des Iraniens, même à l'intérieur du régime, qui ont des informations. Par quoi c'est aussi simple comme ça pour l'Iran d'avoir accès à une arme nucléaire pour arriver là aujourd'hui, pour ça. Que arriver. Mais ce que je peux vous dire, et en revanche, c'est que
le régime iranien, je pense que non seulement il t'a préparé mentalement pour ça, de qu'on ait une guerre, ça qui arrivé quand même, Israël, les États-Unis contre eux, mais même quand probablement ils n'ont pas suffisamment les moyens pour se défendre contre ces deux agresseurs, je pense que c'est difficile parce que Iran, le régime des Mollahs, il est contrôlé par la garde républicaine, qui contrôlait majeure partie de la structure même de la société, la structure économique. Plus de 60% du système économique, mais la garde républicaine. C'est-à-dire, est-ce pourquoi je dis c'est eux qui jouent un peu l'influence pour choisir le guide, pour influencer le choix du guide suprême. Et j'ai l'impression, c'est partie de cette garde républicaine qui a influencé le choix du fils du guide suprême qui a été éliminé. Et je pense que ça montre que ce n'est pas un régime qui du jour au lendemain qui a tombé comme ça. Et certainement, il n'a pas faibli. Certainement, il y a un pile élément dans la structure de la société iranienne et qui pourrait essayer pour prendre en contrôle, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a une leçon qui est essentielle, que m'estimer que les États-Unis particulièrement apprennent, c'est surtout les erreurs qui ont été commises en Irak. Il y a aussi les erreurs qui ont été commises en Afghanistan et aussi dans le cas libyen. Oui. Et au cas où ils l'ont fait au Venezuela. Même quand ils ont enlevé le pion, l'élément Maduro de la table, mais le régime continue. C'est-à-dire qu'il n'a pas crasé totalement le régime. Ensuite, Alvini, j'étais dans l'inconnu. Il a cherché des contrôles de préférence. C'est-à-dire, au fur et à mesure, ils ont essayé de travailler avec le reste, les gens qui restent du régime, pour essayer de, avec eux-mêmes, pour redéfinir. Qu'il y ait une stabilité dans le pays. Absolument. Et redéfinir l'autre forme de coopération avec eux. Et je pense que c'est pas pour rien quand le président Trump dit qu'il a souhaité impliquer dans le choix guide là. Parce que, quelque part, il n'y a pas un changement de régime, mais il y a un processus de changement de personne. Politique, peut-être. Et une fois qu'il y a un changement de personne, il certainement ne va pas provoquer un changement de politique. On a une nouvelle approche de coopération et je pense que dans la mesure où cette nouvelle structure gouvernementale en Iran, il connaît que il y a une sorte de coopération avec les États-Unis, les sanctions vont être enlevées. Il y a une capacité pour exporter pétrole, il y a le problème qui va résoudre. Mais est-ce que c'est facile? Parce que la plan intérieur. Puisque on dit différent entre Israël et Iran, c'est très idéologique. Et retirer ça dans la tête iranienne qui considère que Israël c'est ennemi juré, il faut supprimer le sous la terre. Est-ce que vous pensez que mettez l'autre monde dans tête régime en Iran pour changer ça facilement? Les gardiens de la révolution, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des dissidences, des groupes qui peuvent essayer des fractions qui peuvent peut-être résister quand même? Non, ça c'est important. Est-ce pourquoi que je me parlé avec vous tout à l'heure, je me mentionné que même quand le guide suprême n'est plus là, même quand mon table de choisir si une position radicale du cas Israël, notamment quand empêché pour ça arriver, mais au moins dans la mesure où ils ont essayé de garder une certaine cohésion sociale ou bien une certaine cohésion parce que nous avons parlé d'un pays de plus de 90 millions d'habitants et tout le monde 90 millions ça pas anti-régime non, pas anti-régime Mollayo. Il y a certainement des dissidents, il y a un pays iranien qui continue et on voit comment la répression anti-gens sauvages et de la part de ce régime contre les Iraniens qui ne veulent pas d'eux, mais dans la mesure où les États-Unis arrivent à un accord, je pense que l'Israël certainement va suivre, il va l'aligner sur la position des États-Unis. Et est-ce pourquoi que je pense mais il n'est pas en situation aussi facile. Et connaissant Benjamin Netanyahu, demain. Est-ce que parce que son monde qui pas ou il y a l'impression qu'il est intransigeant dans un sens. Est-ce que ça va demander tout pour écarter Netanyahu peut-être dans la discussion et puis tout l'autre bagage vivre avec tout.
États-Unis et Israël attaquent l'Iran pendant qu'ils négocié. Est-ce que maintenant, c'est facile pour que ils retournent sur voie diplomatique? Ou bientôt, est-ce que parallèlement, ils vont peut-être explorer d'autres facettes diplomatiques pour que ils jouent une façon pour entendre? Bon, c'est probablement ça possible, mais il y a un aspect qui est important que probablement tout le monde va suivre, et question de négociation ça. Et je pense que tu as une stratégie de ça en termes de négociation. Il y a eu des négociations avec une délégation américaine. Ensuite, la partie iranienne est retournée à Téhéran et pour voir avec des autorités, et notamment le guide suprême, pour tout le monde chita ensemble pour prendre une décision. Et les informations arrivent à joindre que, dans un moment précis, tout le monde important, dans la chaîne de commande, dans le régime, a telle position à telle heure. Et effectivement, c'est à ce moment-là l'attaque est arrivée. Puisque c'est un piège que les États-Unis et Israël tendent, est-ce que vous pensez maintenant est-ce qu'il y a un problème de confiance Voilà, maintenant la confiance. Bon, et par contre, je ne vais pas dire son piège. Tout simplement, je pense que l'ICA a une opportunité ou une information qui a une opportunité pour faire un bagage que vous faire, et l'ICA n'a pas un piège. L'ICA, effectivement, c'était ça, mais ce qui est apparu montrait que, quelque part, tu as une volonté pour une certaine action contre et non seulement le guide suprême, mais aussi certaines personnalités intransigeantes du régime. Et Israël, quand on a que l'information là, ça c'est le moment opportun. Et ils ont profité. Non, mais Donald Trump a menacé le guide suprême non, depuis avant. Non, parce et même pour mettre, il a éliminé. Parce qu'il y a eu des menaces iraniennes contre la vie du président Trump. Et je crois, et j'ai vu un article, et je crois il y a de cela 2 à 3 jours, et on a fini par voir effectivement qu'il y a eu la garde républicaine iranienne qui est vraiment préparée, sponsorisée, attaque qui était faite sur le président. C'est-à-dire, écoutez, on parle du président des États-Unis d'Amérique, la plus grande armée du monde. Et si il y a des informations que tel régime veut avoir la tête du commandant-chef, écoutez, ça, je ne sais pas qu'il y a un cap prêté garder. Vous voulez dire que c'est une légitime défense, donc ils ont préparé, Jean dit là, une sorte d'attaque préventive, non? Bon, et l'ICA a constitué une attaque préventive, ou du moins l'ICA une attaque défensive. Si toutefois, bon, mais il peut quoi attaquer au mais si j'ai des informations fiables qui montraient que quelque part il y allait avoir une attaque, ou bien quelque part il y allait avoir une tentative d'assassinat sur un chef d'État, etc., je pense que c'est une, entre guillemets, forme d'anticipation. Forme, non seulement d'anticipation, mais son forme de déclaration de guerre. Voilà. Même penser que l'essentiel, c'est que, d'une manière ou d'une autre, et les États-Unis, et notamment, gagnent intérêt pour chercher au moins voir comment arriver à une certaine fin de ces hostilités. Mais je me demande, est-ce que ce sera aussi facile? Je ne sais pas. Mais ce sera dans l'intérêt du monde pour au moins pour une certaine stabilité de la région et la paix de revenu. Mais le problème, c'est que quand on commence une guerre, on sait la date quand on du commence début des hostilités, mais on ne peut pas savoir la date de la fin d'une guerre. Mais maintenant, une guerre aussi, je dirais, féroce dans la région, dans le Golfe. Maintenant, qui risque pour que aussi c'est ça, ou même quitter la zone Moyen-Orient, pour étendre peut-être vers l'Europe de l'Est, ou bien on dit le monde entier. Est-ce qu'il y a un risque ça, pour le moment? Il y a un certain risque, parce que au cas où l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ces pays ont aussi des bases dans la région du Golfe. Ils ont aussi des partenariats de sécurité avec ces pays. Et en prenant le cas du Chypre, par exemple, avec l'Angleterre, qui gagne des accords, et l'Angleterre a déjà envoyé bateau dans la zone nord, et l'Angleterre a déjà descendu pas mal de drones iraniens dans la zone Chypre. Et on prend le cas de la France, qui gagne base militaire, notamment aux Émirats arabes unis. Et si toutefois base ça va toucher, non seulement il y a bien pour devoir pour protéger leurs alliés, qui ont un accord de protection
de sécurité avec eux, mais dans la mesure où base militaire est touchée et pas de tir, bon, ça a une question de droit de réplique. Est-ce pourquoi que une possibilité pour toute zone embrasée net et qui vient ouvrir un conflit qui est vraiment mondial. Est-ce que nous avons une troisième guerre mondiale d'après Jean événement déroulé? Bon, on sent le spectre d'une troisième guerre mondiale, mais ce que je pense qu'un peu le monde a souhaité, c'est de ne pas y arriver. Parce que ce ne serait pas dans l'intérêt du monde actuel pour nous une troisième guerre mondiale. Et parce qu'on parle toujours de la construction de la paix, de la consolidation de la paix. Mais quand on regarde la configuration actuelle du monde, il y a des foyers de violence, des foyers de guerre partout, notamment dans le Moyen-Orient. Et cette semaine même, un foyer qui réouvre encore entre l'Éthiopie et le Soudan, en Afrique. Et il y a déjà un problème au niveau de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je pense qu'il y a trop de foyers de guerre dans le monde là pour au moins les grandes puissances pour pas préférer le travail pour essayer de voir comment ils peuvent contribuer à l'établissement de cette paix ou bien à la consolidation de cette paix au lieu de fragiliser cette paix. Qui demande si toutefois guerre ça t'a étendu plus, est-ce que vous pensez que c'est la fin de l'ONU? Puisque naissance c'était pour empêcher. Absolument. La naissance des Nations Unies, c'était. Depuis la naissance des Nations Unies, c'est par centaines, nous comptons les foyers de tension. Absolument. Mais c'est malheureux aujourd'hui pour nous parler de ça, pour nous parler de. C'est comme si on se pose la question à quoi servent les Nations Unies? L'Organisation des Nations Unies qui était créée pour te garantir la paix et la sécurité internationale. Je dis pour observer tout ça qu'a fait là-haut et très souvent sans même l'implication du Conseil de sécurité. Et un peu on a critiqué à dire les États-Unis pas aller devant les Nations Unies pour essayer de montrer voici mes menaces Iran constituées et pour la paix mondiale, pour la paix et la sécurité internationale, mais pour qui ça nous oblige à intervenir, etc. Mais on sait très bien, si les États-Unis étaient pour une initiative du Conseil, ça va la passer. Parce qu'au Conseil de sécurité, il allait avoir de toute manière les deux vétos de la Chine et de la Russie. Et ça, c'est encore l'autre expression de l'hégémonie américaine. C'est la puissance militaire mondiale et qui est en situation de défense de ses intérêts stratégiques internationaux. Et il ne pas hésiter à faire genre de base parce que l'on prend le cas par exemple de la Chine. Et on croit que on comprendre que notamment dans notre région il y a un mouvement sérieux des États-Unis pour contrer l'influence chinoise. Et notamment avec ce qui s'est passé au Venezuela. Et comment les États-Unis avaient essayé, comment pour coincer la Chine à ce niveau-là, c'est en termes de ressources et pétrolières, par exemple. Venezuela lui-même comme pays qui était en coopération avec la Chine, côté la Chine a importé un peu de pétrole de la Cali, et l'Iran maintenant, que la Chine prend pétrole de la Cali et tout, dans deux pays, ça a constitué près de 20% de l'importation pétrolière, l'approvisionnement de la Chine. C'est-à-dire, quelque part, ils ont un impact. Et stratégiquement, les États-Unis font, parce que, quelque part, ils veulent arriver à mettre la Chine dans une situation difficile. Et n'oublie pas que le président Trump sera à Pékin en avril. Et pour des négociations avec le président Xi Jinping. Nous allons prendre pause là, nous allons bien prendre sur la Chine parce que nous beaucoup entrer dans la question implication alliée Iran et deuxième partie de l'émission, commencement, nous allons rien pour nous parler de ça tout. Mais avant même nous proposer en quelques secondes, est-ce que je dis là, il n'y a pas de remettre en question on dit les valeurs ou encore le rôle de l'ONU? Bon, certainement. Le rôle de l'ONU a été mis en question depuis bien des années. Je me rappelle depuis les jeunes diplomates entrés dans le stage aux Nations Unies, on parle de la réforme, par exemple, du Conseil de sécurité. Je vous parle des années 99. Mais ça ne va jamais arriver fait.
Et pour qui ça? Parce que pas aucun pays, pas aucun d'entre eux, de ces 5 membres permanents, souhaiterait une réforme au niveau du concept du droit de veto. Il a souhaité ça. Et est-ce pourquoi que et l'ONU, actuellement là, il est dans une situation financière difficile, par exemple. Mais quand on considère le budget des Nations Unies, la contribution des États membres, eh bien, la majeure partie de ce budget est financée par les États-Unis d'Amérique. Et qui, selon, on va regarder dans le document secrétaire général des Nations Unies, que les États-Unis gagnent beaucoup pays. C'est-à-dire que, dans la mesure où il y a des problèmes financiers sérieux, ensuite, ou même avec une approche du président des États-Unis actuel, le président Trump, avec le concept, ou du moins ce projet de Board of Peace. C'est ça, est-ce que la conférence subtile pour transiter vers les quelque part, on a l'impression que et pour le président, il pense que cette organisation est désuète, ne signifie rien. Par contre, il cherche à avoir un contrôle, du moins les États-Unis à travers son pouvoir hégémonique, un nouvel ordre mondial, un contrôle et même définir un nouvel ordre mondial. Ça peut se faire, mais tout dépendra de l'adhésion de pas mal de pays d'États membres des Nations Unies pour voir si on doit accepter à une telle défaite. Parce que la disparition de l'ONU serait été une défaite pour tous les États membres fondateurs de cette organisation. Exactement. Bon, déjà, il y a un paquet de pays qui intégrés. Nous allons proposer ça, nous tournons à gagner pour nous parler de toujours guerre là. Mais tout a fait un petit coup de jet sous le pays. Nous, c'est question élection qui prévoit fait et puis la participation de la diaspora. Ou sous Radio-Activité Métropole, observer l'émission Analyse. Invité nous aujourd'hui à ces anciens ambassadeurs, anciens ministres et puis responsables de l'OI, c'est bien dit? L'ORI, merci. C'est l'Observatoire haïtien des relations internationales. Monsieur Bokchi Edmond, restez sous la radio, tout de suite. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin koute Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons à proposer pour nous porter la deuxième partie de l'émission. Pendant que nous avons fait la première partie, nous sommes sous question embrasée ou encore extension et guerre là. Et M. Edmond, qui te demande, est-ce que vous pensez que je dis à la Russie qui est déjà impliquée dans la guerre, mais en Ukraine, et puis bon, peut-être la Chine qui a essayé de gérer la question statut économique, parce que vous avez l'impression que toute approche Xi Jinping, elle a parlé, vous avez l'impression qu'il plus de l'économie en importance. Bien que dernièrement, ils ont fait une démonstration, défilé, montrer toutes les armes, toutes avancées technologiques, mais quand même, ouais, c'est des gens qui ont plus montré que ils pour une sorte de stabilité pour permettre l'économie de paraître plus florissant. Est-ce que vous pensez, nous arrivons à un point côté que la Russie, avec la Chine et même Corée du Nord, impliqués dans la guerre ça? Bon, on nous pas espérer ça. Mais comme je l'avais dit tantôt, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, et on a l'impression on vient pas qu'à surprendre de rien parce que tout est possible. Mais en ce qui a trait à ces pays-là qui sont considérés comme des alliés de l'Iran, et pas quoi il n'y a aucune volonté pour rentrer dans une guerre, c'est-à-dire pour la Russie qui n'a aucune base militaire dans la zone du Golfe, pour être sorti jusqu'en Europe de l'Est pour y monter, pour y aller à la bataille, à la guerre. Ouais, ça possible pour eux. C'est-à-dire, logistiquement, ça va être très difficile pour la Russie. Et c'est le même cas pour la Chine. Je pense que
Par contre, je référé récemment à la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la Russie, en ce qui a trait au Venezuela. Je veux dire qu'il n'y a pas de accord de sécurité avec le Venezuela. Est-ce pourquoi que ils ont là observé, pas qu'un petit cas intervenu ou bien on va quelqu'un pour empêcher.